La mise en œuvre du Brexit par Boris Johnson est une époustouflante leçon de stratégie politique exceptionnellement bien construite et brillamment menée à son terme. À n'en pas douter, le Brexit restera dans la grande histoire. L'Union européenne, nous le savons, s'est construite sur deux principes concoctés dès les années 50 par ses promoteurs-concepteurs et notamment par le trop célèbre Jean Monnet. Premier principe, ne jamais consulter les peuples et donc les mettre devant le fait accompli lorsque les étapes successives de l'Union deviendront irréversibles. Second principe, mentir systématiquement quant aux conséquences de la mise en œuvre de l'Union en enjolivant systématiquement les côtés positifs et en gommant systématiquement les côtés négatifs. La totalité des réformes structurelles menées par l'Union européenne s'est réalisée sur la base de ces deux principes. Le peuple européen est désormais prisonnier d'une élite européiste qui continue son travail de destruction des nations avec une ardeur non dissimulée. Et soudain, jaillit Boris Johnson, qui bouscule tout et fait sortir en quelques mois son pays de l'Union européenne. Lorsqu'un certain Nigel Farage, responsable d'un petit parti souverainiste en Angleterre, bataillait de façon isolée pour le Brexit, les élites politiques européennes se gaussaient de ses saillies et l'écrasaient de leur mépris. Et pourtant, un référendum organisé en Grande-Bretagne il y a quelques années donnait la victoire au Brexit, malgré un pilonnage politico-médiatique inouï en faveur du maintien du pays dans l'Union. L'inconsistante Theresa May, manipulée par Bruxelles, essaiera de tergiverser. Les électeurs, en dépit de ce pilonnage médiatique sans précédent, la renverront sans autre forme de procès et feront émerger Boris Johnson qui bousculera tout sur son passage et fera sortir son pays de l'Union. Cette formidable leçon ne peut que donner espoir à tous ceux qui résistent à la déconstruction des nations. Il était écrit dans le grand livre de l'histoire des idéologues que le monde n'était plus qu'un village multiculturaliste et que les nations étaient bel et bien mortes. Le pape François avait décidé de créer au Vatican, au printemps prochain et pour quelques jours, un grand village mondial multiculturaliste. Avant-goût de l'avènement d'un grand village mondial à l'échelle mondiale. Désolé pour les idéologues mondialistes et pour le pape François multiculturaliste, Boris Johnson montre avec éclat que le souverainisme est toujours bien vivant. Il est d'ailleurs loin d'être le seul, faut-il le rappeler. Nombre de pays d'Europe occidentale, en passant par la Russie, par la Chine, par le Japon et j'en passe, ont bien l'intention de ne pas laisser les idéologues mondialistes détruire leur nation souveraine. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt. Y a-t-il une semaine, ou même un jour, où, sous notre beau ciel de France, on agresse, on ne tue, on ne perfore, on ne tranche, on ne castagne, on assomme, on égorge, on ne viole? C'est ce qu'on appelle le vivre ensemble à la mode française. Le vivre ensemble heureux, comme le disent encore ceux que l'on pourrait qualifier d'imbéciles heureux. À l'approche des municipales, il apparaît que la sécurité inquiète sérieusement les Français, mais cela n'a pas l'air de perturber beaucoup le gouvernement, pour qui ce n'est qu'un problème parmi d'autres. Quant à se poser la question de l'origine des délinquants, c'est évidemment tout à fait inenvisageable, n'en parlons donc pas. Enfin, parlons-en tout de même, en évoquant quelques faits qui ne peuvent être contestés par personne. Par exemple, la parfaite superposition de la carte de la concentration des populations immigrées avec celle des agressions par département. C'est peut-être hasard ou coïncidence,
mais c'est ainsi. Allez, ne résistons pas au plaisir de jeter quelques chiffres sur la table. Doublement des homicides en un an. Bon, ça n'est pas très grave, il n'y a que mort d'homme. 100 000 peines de prison non effectuées par manque de place. Bon, ça n'est pas très grave, cela permet aux condamnés de rester en famille devant la télé le soir. 150 quartiers passés aux mains des islamistes d'après les chiffres de la DCRI. Bon, ça n'est pas très grave, cela permet d'installer définitivement la charia dans de nombreux endroits en France. Très globalement, les actes délictueux seraient de l'ordre de 3 millions par an, dixit l'État, alors que le vrai chiffre est de l'ordre de 12 millions. Il y a un gros écart, il y a un gros mensonge d'État sur le sujet. Mais bon, ça n'est pas très grave, on n'est pas à 9 millions d'actes délictueux près tout de même. Pour Manu, tout cela n'est pas très grave, car le vrai problème est ailleurs. Bruxelles nous intime l'ordre de lutter contre la surpopulation carcérale. Ça, c'est très important. Et l'objectif est d'envoyer le moins de monde possible en prison, bien sûr, et de faire sortir le plus de monde possible de prison, bien sûr. Finalement, tout n'est qu'une question de priorité. Pour éviter que les bonnes gens que nous sommes ne s'inquiètent de trop, l'on a inventé plein de subterfuges. L'on s'arrange pour ne compter que moins d'un cambriolage sur 2. On décourage les victimes de porter plainte. Et cela fait un trou de 9 millions d'actes délictueux dans les statistiques. Il va falloir produire une nouvelle série télé, Plus belle la vie délinquante. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt. Mille sabords, tempête chez les féministes, coup de tabac chez les défenseuses de l'égalité des sexes. La militante Marguerite Stern, grande figure de l'activisme féministe, a semé le trouble dans le rang des combattantes en émettant récemment des doutes sur la légitimité du combat en faveur des transsexuels. Eh bien oui, essayons de la comprendre, la brave dame. Une transsexuelle, ce n'est rien de plus qu'un homme qui a voulu devenir une femme. Rien que de le dire, ça donne plein d'idées. Donc, quand un homme veut devenir une femme, c'est une fois de plus un mâle dominant qui vient empêcher les femmes de respirer, qui empiète sur le plate-bande, qui entre sans tambour ni trompette dans la congrégation de la gente féminine. En réalité, rien ne prouve qu'il n'y a pas de sa part une tentative de conquête. Décidément, les détenteurs de chromosomes XY sont partout et il faut plus que jamais s'en méfier. C'est vrai quoi à la fin? À quoi cela sert-il d'être féministe? Pour défendre les droits des femmes, pour défendre la spécificité des femmes contre les hommes, si les hommes peuvent devenir des femmes? Décidément, pourquoi le bon Dieu a-t-il doté les hommes de leurs encombrants entrejambes? Il aurait pu y réfléchir à 2 fois quand même. Mais au fait, il y a du fichtrement grassouillet bon dans les propos de la Marguerite. Je la cite. « J'observe que les hommes qui veulent être des femmes se mettent soudainement à se maquiller, à porter des robes et des talons. Il faut rappeler que si nous sommes des femmes, c'est en vertu d'un fait biologique. » Ouh, le vilain gros mot. Quoi? En 2020, comment peut-on dire des choses aussi réactionnaires? Allons donc, mais elle est folle dinguette, la Marguerite. Et cela n'a pas manqué. La Marguerite s'est fait clouer au pilori par ses comparses comme, j'ouvre les guillemets, féministe, radicale, trans-exclusionnaire. Vous imaginez l'insulte? Je ne suis pas sûr de bien comprendre, mais il paraît en tout cas que c'est très grave d'être féministe, radicale, trans-exclusionnaire. Ce qu'il y a de formidable dans cette ère de révolution sociétale permanente, c'est le retour toujours inopiné et inattendu,
y compris dans la bouche d'une dame aux cheveux bleus, d'un furieux bon sens qui vient nous rappeler ce que Dame Nature et le bon Dieu ont toujours voulu depuis toute éternité. Et cela, somme toute, c'est assez rassurant. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt. Nous connaissons évidemment la chanson de l'effondrement du niveau scolaire et nous ne privons pas de la fredonner ici régulièrement. Mais cette fois, il y a plus grave. Je n'ose l'évoquer, j'en tremble de tous mes membres, je suis pris de transpiration non maîtrisable. La présidente du jury du concours d'entrée de l'ENA se plaint elle-même de la nullité des candidats. Oui, c'est comme je vous le dis, ni plus ni moins. Et oui, même à l'ENA, on mesure la baisse du niveau. Vous me direz que ceux qui étaient déjà reçus dans la prestigieuse école il y a quelques années ne brillaient pas nécessairement par leur bon sens, par leur valeur personnelle, par leur appréciation fine des réalités, mais au moins ils avaient quelques réflexes en termes de structure et d'organisation. Aujourd'hui, le constat est sans appel. Je cite Madame la Présidence. Méconnaissance par les candidats de ce qu'est un modèle économique, faible culture industrielle, compréhension parfois trop partielle des enjeux géopolitico-économiques mondiaux. Fermez le banc. Sans parler du conformisme des analyses sociales, bien sûr. Traduction lapidaire du chroniqueur préféré de TV Liberté. Les candidats apprentis énarques sont des billes et ils n'ont aucune culture. À qui la faute au fait ? C'est un peu facile au bout de la chaîne de se plaindre de la vacuité totale de ces candidats et de leur conformisme quand tout le système éducatif depuis la petite section de maternelle à Sciences Po vise à fabriquer des jolis moutons en série qui ne savent que meugler comme des canards. Pour lutter contre tout cela, le remède est bien connu, mais nos élites de la Ve République en général et de la Macronitude en marche actuellement se refusent délibérément de l'administrer. Le remède est d'une simplicité enfantine, injecter dans l'enseignement une bonne dose d'histoire, une grosse dose de culture générale et chaque soir une décoction de culture classique. Toutes choses qui permettent de rééquilibrer dans les neurones le taux de liberté de pensée, de finesse et de compréhension du monde. Mais ne nous y trompons pas. Si l'ordonnance est d'une simplicité biblique, sa mise en œuvre relève de l'exploit par les temps qui courent. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt. Plus d'enfants et moins d'impôts. Ça, c'est un programme politique décoiffant. Est-ce qu'il s'agit du programme de La République En Marche pour 2022 ou du programme des Républicains pour 2022 ? Pas pour le moment, mais peut-être un jour. Non, pour le moment, c'est le programme russe du président Poutine. Lorsqu'il était Premier ministre, Alain Juppé avait eu une formule intéressante. Un problème, une note, une solution. Le problème de Juppé est qu'il y avait eu beaucoup de problèmes et donc beaucoup de notes, mais jamais de solution. N'est pas Juppé qui veut, Poutine n'est donc pas Juppé. Avec Poutine, la formule Juppé est menée avec précision. J'en veux pour preuve le fait qu'il vient de changer de Premier ministre en débarquant son jusque-là fidèle coéquipier Medvedev pour introduire une nouvelle tête inconnue du grand public, le grand Mishustin. Un poids lourd,
D'abord parce que sa taille et sa carrure laissent à penser que le bonhomme doit peser au moins 3 vaches limousines. Ensuite, parce qu'on lui doit d'avoir réussi le tour de force de digitaliser le fisc russe. Vous imaginez que cela n'a pas dû être une mince affaire. Le Financial Times, le très respectable et respecté journal financier britannique, a d'ailleurs salué bien bas la performance de Mishustin. Revenons à notre formule. Un problème, une note, une solution. Il semblerait que Medvedev ait été débarqué parce que les résultats attendus n'étaient pas au rendez-vous, notamment sur 2 dossiers brûlants pour la Russie, la croissance démographique, la croissance économique. Et pourtant, les 2 problèmes avaient été identifiés et avaient fait l'objet de notes qui proposaient des solutions. Quels sont donc ces 2 problèmes ? En 2019, la population de la Fédération de Russie a baissé de 300 000 personnes après une baisse de 200 000 personnes en 2018. Un trou de 500 000 personnes en 2 ans, cela fait quand même beaucoup. Et comme la Russie n'est pas dans l'Union européenne, elle n'entend nullement combler le trou en ouvrant grand ses portes au Maghreb, au croissant fertile ou à l'Afrique subsaharienne. Pour combler le déficit démographique de la Russie, il faut des petits Russes. Medvedev aurait dû prendre des mesures natalistes. Il ne l'a pas fait. Exit Medvedev. Des mesures phares sont donc attendues, par exemple le versement d'un capital maternel ou d'une prime, un salaire maternel si vous préférez, et cela dès le premier enfant. Second problème, le ralentissement de la croissance, identifié sans que rien ne soit entrepris. Medvedev aurait dû prendre des mesures économiques. Il ne l'a pas fait. Exit Medvedev. Tiens, il y a du Juppé chez Medvedev. Des mesures sont donc désormais en cours d'élaboration, mettant en œuvre de très grosses dépenses d'infrastructures ainsi qu'une relance par la consommation. Plus d'enfants, davantage d'activités économiques et moins d'impôts. Les problèmes sont identifiés, les notes ont été rédigées et les mesures vont être mises en route. Les objectifs fixés sont clairs, faire de la Russie la 5e puissance économique mondiale, augmenter de 8 ans l'espérance de vie, diviser la pauvreté par 2. Qui vivra verra si Poutine atteint ses objectifs. Mais que cela fait du bien, un chef d'État comme comme Poutine, avec une telle ambition pour son pays. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.